Encore merci à Madame Pinson sur cette présentation qui nous a permis de tranquillement recentrer sur... voilà, on est parti du magdalénien à l'échelle européenne pour revenir au niveau régional. Et puis là, nous allons passer à l'échelle très locale. Au-delà de Lussac-Angles, maintenant, ça va être plus particulièrement Lussac. Alors, je vais inviter Nicolas Mellard et Oscar Fuentes à venir me rejoindre. Donc pour maintenant, vous présenter plus particulièrement donc, la question donc, des pierres gravées du site magdalénien de la Marche. Donc cette présentation vient un petit peu en complément pour souligner le travail qui a été réalisé par ces deux chercheurs qui sont les commissaires scientifiques de l'exposition que vous pouvez actuellement découvrir donc en entrée gratuite à la Sabline. Hein, c'est juste de l'autre côté de la place. Bon, je pense que la plupart des gens le connaissent, mais je le rappelle. Donc le cadre de cette exposition était justement de faire revenir une partie des pièces qui sont conservées dans les collections des grands musées parisiens et aussi à Poitiers pour revenir et faire un petit peu le bilan sur ces décennies de recherche. Donc l'équipe était constituée donc de moi-même ainsi que donc d'Oscar Fuentes qui est du Centre national de la préhistoire, hein, qui est chercheur associé, préhistorien, qui a fait sa thèse sur les collections de la Marche, plus particulièrement sur les représentations humaines, ainsi que de Nicolas Mellard, donc préhistorien, docteur aussi en préhistoire, membre du C2RMF et qui a aussi fait sa thèse, bien sûr, sur les collections de la Marche sous une approche différente qui vont vous expliquer dans un deuxième temps. Donc, pour, dans un premier temps, faire un petit retour sur la présentation d'un site dont on parle depuis ce matin, enfin, bon, enfoncer le clou, une petite remise en contexte géographique, même si Madame Pinson nous a déjà bien déblayé le terrain. Donc, à l'heure actuelle, le site de la Marche à Lussac-les-Châteaux, bien sûr, s'inscrit dans un réseau beaucoup plus vaste à l'échelle régionale. Et là, vous avez cette carte qui est, je dirais, que nous présentons dans l'exposition à titre indicatif. Hein. Elle est loin d'être complètement exhaustive, mais des sites qui sont vraiment avérés en lien avec la culture de Lussac-Angles. Et les petites pointes oranges que vous voyez, c'est notamment celles où on retrouve les pointes dites de Saguet, dites de Lussac-Angles, qui viennent justement d'être présentées en détail. Alors, la grotte de la Marche, dont voilà une vue dans l'état actuel, donc, nous présentons régulièrement dans nos visites guidées, et un plan qui a été publié à l'époque par Léon Pal. Pour remettre un petit peu, je dirais, refaire un petit peu l'historique de ces recherches, l'histoire de la Marche, bon, les sites sur le Lussacois sont connus, des sites très riches sur le plan paléolithique sont connus depuis le 19e siècle. On a quelques remarques sur la grotte de la Marche aux alentours de 1914, mais la découverte majeure, c'est vraiment 1937. Et 1937, on a donc deux fouilleurs dont on a déjà pas mal parlé, c'est Stéphane Wolf et Léon Péricard. En 1937, Léon Péricard, donc, qui est un Lussacois, donc, qui n'est pas préhistorien professionnel, mais qui est féru d'archéologie et qui a déjà un œil aguerri. On lui présente une petite pièce de silex qui a été découverte à proximité de cette grotte, qui est une propriété privée, qui était déjà une propriété privée à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui. À son intérêt qui est éveillé par cette pièce de silex. Il va rapidement faire une petite reconnaissance et il tombe tout de suite sur une pierre gravée qui représente une tête animale.
Il va tout de suite voir l'importance que peut avoir ce site et va organiser donc les premières fouilles en concertation avec Stéphane Wolf, donc un autre Lussacois, qui est un ancien élève de l'école du Louvre. Donc nous sommes en 1937. Il va rapidement y avoir des communications, des publications au sein de la Société préhistorique française. Et des fouilles vont continuer donc de leur part jusqu'en 1945. Monsieur Louis Pradel, donc un autre Lussacois, enfin habitant de la région, va continuer des opérations durant les années 50. Ça va être vraiment les deux grosses périodes de fouilles. Puis une très longue période d'études qui va être menée par quelqu'un qui est un petit peu oublié, qu'on a un peu remis à l'honneur, qui est Léon Pal, donc un médecin et anthropologue qui a travaillé avec Madame Tassin de Saint-Péreuse, sur ces collections qui sont à ce moment-là déposées notamment au Musée de l'Homme, avant qu'il n'y ait de nouveau une dernière grande opération de fouille qui ait lieu en 1991, donc par monsieur Jean Hervaux, qui travaille à ce moment-là pour le service régional d'archéologie, donc de ce qui va devenir la Nouvelle-Aquitaine. Voilà un petit peu pour vous faire un petit peu un historique des opérations. Qu'est-ce qu'il en est résulté de ces fouilles? On en a, en fait, ce site de la Marche s'est révélé être extrêmement riche parce que on retrouve à peu près tous les types d'assemblages qu'on peut retrouver au Magdalénien, c'est-à-dire bien sûr des outils faits en matière lithique et en matière dure animale, en os, bois de renne ou bois de cervidé. On a des traces de foyers. On reviendra un petit peu plus tard sur les lacunes qu'on peut avoir sur ce point-là. De nombreux éléments de parure qui ont été notamment présentés justement par Madame Pinson. Des pierres gravées, qui est vraiment l'élément essentiel et exceptionnel à la Marche, mais aussi associé à cela une grande quantité de matières colorantes qu'on a beaucoup dans nos réserves, qu'on n'a pas forcément très mise en avant dans nos expositions. Je parle pour Lussac, mais comme pour Poitiers ou le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, parce que les gravures, je dirais, dominent, écrasent un petit peu le thème. Quand on parle de la Marche, on pense aux gravures, mais il y a une grande quantité de matières colorantes. J'insiste un peu parce que Nicolas reviendra plus en détail sur l'intérêt que ça peut représenter maintenant pour le suite de la recherche. Et tout ça nous fait donc, nous dresse le portrait, quelqu'un de le dire, d'un habitat donc, qui a été attribué aux Magdaléniens moyens. Je vais essayer de garder un œil sur l'œil. Ces collections ont connu un très long cheminement, donc on a une constitution qui remonte pour la grande partie des découvertes dans les années 30, 1937. Donc c'est des constitutions de collections qui sont très diversifiées, mais au contexte de fouilles malheureusement très imprécis. Bon, il faut se remettre un petit peu à l'époque. L'archéologie est une science relativement récente par rapport à l'histoire, par exemple, ou d'autres disciplines. Et donc des méthodologies sont encore en train de se mettre en place. On a peu d'archéologues et de préhistoriens professionnels, on commence à en avoir, mais bon, relativement très peu. Ce sont souvent des passionnés qui dédient leur temps, de travail, parfois de leur denier personnel pour mener des recherches, pour sauvegarder un patrimoine qui est encore peu connu et parfois qui n'évoque pas encore l'intérêt que peut avoir, par exemple, la statuaire gréco-romaine. Hein. En comparaison, les silex, c'est moins flatteur. Et de fait, lorsque les fouilleurs de 1937 vont collecter les éléments, ils vont effectivement collecter les éléments. Mais la répartition dans le site, par exemple, ça, M. Wolf publie cela dans le bulletin de la Société préhistorique pour évoquer un petit peu ces étapes de travail et on n'a pas grand-chose de plus, quoi. Donc, c'est un peu une des lacunes de nos collections, c'est qu'on sait que ça vient de la Marche, c'est bien constitué, mais où exactement, d'où provient quoi ? Ça, on ne le sait pas et on le voit aujourd'hui avec les fouilles modernes, toute l'importance que peut avoir le contexte précis de découverte. Ces collections sont quand même majeures, elles ont tout de suite attiré l'attention de toute la communauté scientifique nationale.
au point que rapidement, il y a des pièces qui sont conservées par les découvreurs, mais qui vont être ensuite déposées, parfois données directement au grand musée qui existe à l'époque depuis quelques décennies. Depuis 1890, on a créé le musée d'archéologie, enfin à l'époque c'est le musée des antiquités nationales qui va devenir maintenant le musée d'archéologie nationale et qui va donc motiver le dépôt de ces pièces à Paris. On est un peu dans une logique de présenter dans la grande ville, la capitale, les grandes découvertes majeures de tout le territoire. Donc c'est un petit peu, ça leur donne une mise en lumière qui est certaine. Enfin maintenant ça fait aussi sortir ces collections du territoire dont ils sont originaires. Cependant, une grande partie sont aussi conservées aujourd'hui au musée de Sainte-Croix de Poitiers, car à l'époque, bien sûr, le musée de Lussac-les-Châteaux n'existe pas encore. Mais justement, ça va être aussi une des conséquences. Parmi ces découvertes, il y a d'autres découvertes. On a fait des découvertes dans la grotte des Fadets, sur d'autres périodes, sur le site de l'Ermitage ou du Bois-Ragot, dont on a un petit peu parlé. La richesse de ce patrimoine préhistorique va inciter donc les érudits locaux, va sensibiliser les élus à l'idée effectivement de créer un musée qui va d'abord être une initiative associative, puis qui va devenir municipale. Et devant, je dirais, l'importance de ces collections, va justifier même que ce musée devienne labellisé Musée de France en 2006, avant d'arriver sur une nouvelle mise en valeur avec ce grand projet qui sera finalisé en 2010 avec la création de l'intégration de ce musée de préhistoire au sein du pôle culturel qui inaugurait en 2010. Et vous voyez, on a le geste de ce bâtiment moderne qui vient s'adjoindre à côté de ces bâtiments plus anciens. Donc les collections de la Marche aujourd'hui à Lussac-les-Châteaux, parce qu'on en a quand même, c'est pas insignifiant, c'est plus de 700 objets ou ensembles. C'est-à-dire que quand on dit 700 objets, il y a aussi des groupes. Je veux dire, quand on parle là des pierres gravées, on a tous les ensembles lithiques aussi, déchets de taille, ensemble d'outils. Donc c'est 700 objets ou ensemble, donc c'est beaucoup plus d'éléments à l'unité, dont notamment 200 pierres gravées, qui viennent essentiellement des collections de M. Péricard, Wolf, Cholet et de M. Pradel. Toutes ne sont pas de la qualité des photos que vous avez déjà pu voir dans un premier temps, mais toutes ont leur intérêt, parce que même si une pierre ne présente pas une belle production figurative, elle est porteuse de beaucoup d'informations, et elles sont encore l'objet d'études aujourd'hui. Voilà, nous sommes sur des collections constituées en 1937 qui continuent d'être étudiées aujourd'hui par des chercheurs, dont mes deux collègues sur ma gauche. Alors, l'exposition, parce que voilà, un petit mot quand même sur l'exposition qui a été présentée, c'était justement à l'occasion de ces 10 ans de la Sabline. L'idée était de réunir les éléments majeurs, pas tous les éléments, parce qu'on est à plus de entre 1000 et 1500 pièces pour les éléments gravés, dalles et plaquettes collectées, donc ça n'aurait pas eu de sens. Mais quand même, les pièces majeures les plus significatives venant de ces 4 musées, qui sont tous labellisés Musée de France, donc le musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux, le musée d'archéologie nationale, le musée Sainte-Croix et le musée de l'Homme, donc qui ont tous joué le jeu et ont accepté ces prêts pour réunir des éléments qui n'avaient plus été vus ensemble depuis parfois plus de 50 ans. Donc permettre de voir en un seul lieu ces éléments majeurs de l'art magdalénien. Pas uniquement de présenter les pièces, mais aussi de faire un peu un état de la question, parce que l'interprétation qu'on avait en 1937 et celle d'aujourd'hui, heureusement, elle a évolué, elle a été complétée, elle a été parfois corrigée. Il reste encore beaucoup de points d'interrogation, mais voilà, pour restituer aux visiteurs, en plus des pièces, une synthèse sur l'état actuel de nos connaissances et de nos questions. Parce qu'on a encore, parfois on avance, on a l'impression qu'on a plus de questions que de réponses, mais ça c'est le jeu de la science. Et aussi, derrière cela, permettre aussi le catalogue qui est destiné au grand public. C'est un petit peu aussi dans l'action du musée, c'était un peu l'attente, puisque on disait toujours,
une très grande réussite, une très grande satisfaction à découvrir ces plaquettes ou ces dalles gravées, mais les visiteurs nous demandaient parfois un peu, c'est dommage qu'on ne puisse pas acheter une publication grand public. Je vais en parler. Il y en a une majeure qui a été faite par Léon Pal, mais qui de toute façon est complètement n'est plus disponible, n'a pas été rééditée. Mais là, l'idée était qu'au-delà de ces expositions, il en reste un catalogue que vous pouvez acheter au musée ou ici même pour la maudite somme de 20 €. L'idée étant que, après cette réunion, parce que bien sûr, ces pièces vont repartir pour certaines en région parisienne, pour d'autres à Poitiers, mais qu'on en garde une trace et qui permet d'être diffusée plus loin, et aussi bien présentant un intérêt pour le grand public, mais aussi pour les chercheurs. Alors, les fouilles de Léon Péricard, je vais revenir un petit peu dessus, donc 1937-1950. Le fait est que si Léon Péricard et Stéphane Wolf collectent de manière exhaustive tout le matériel, on remarquera que surtout Stéphane Wolf va se focaliser dans ses études plus particulièrement sur ces éléments gravés, sur cet art figuratif, sur cet art animalier. Donc on comprend que d'une part, ce qui peut expliquer quand on découvre ce site, que c'est ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est ce qui a provoqué l'éveil et l'intérêt de tous, c'est-à-dire des spécialistes mais aussi des néophytes, mais qui a aussi provoqué parfois des réactions, comme on en a un petit peu parlé, de suspicion, voire même d'accusation de mystification. Donc les publications dès les années 40, alors qu'en plus on est dans un contexte très, très compliqué, Stéphane Wolf s'applique à ne pas que fouiller, mais aussi à diffuser et à publier le résultat de ses recherches en se focalisant plus particulièrement sur l'iconographie. Et on a là le résultat un petit peu des illustrations de photographies et de gravures diffusées à l'époque dans le bulletin de la Société de préhistorique française. Et effectivement, les résultats ont été très différents de ce que l'on pouvait espérer de certains points de vue, puisque, comme on l'a évoqué, les Magdaléniens découverts dans cette représentation figurative de l'époque sont très différents pour certains de l'image que l'on avait à l'époque. Et on a des représentations humaines de gens qui présentent beaucoup effectivement de points communs avec nous, c'est-à-dire que leurs vêtements sont présents dans ces représentations, ils sont soignés, on a des éléments de parure, on a des gens à la coiffure parfois bien arrangés. Stéphane Wolf, en publiant, en diffusant ces représentations, ces figures humaines à l'époque, va provoquer pour certains, donc je disais, une accusation de mystification, parce que ça casse un peu l'image qui reste encore dans les années 30, mais qui nous vient du 19e siècle, d'hommes préhistoriques plutôt frustres, pas très soigneux de leur personne, on a du mal à admettre. Et comme c'est un cas unique, comme c'est quelque chose qu'on a dit, qui n'a pas été observé ailleurs, parce que dans des gravures magdaléniennes, on en a un peu partout ailleurs, mais des figurations humaines, on en a très peu. D'autre part, le fait que justement Stéphane Wolf, à l'époque, il est peu connu dans la communauté des préhistoriens de son époque, il va être très fortement attaqué. On a évoqué effectivement une polémique où il a été... on emploie le terme de mystification dans des publications, des gens de la communauté de la Société de préhistorique française l'attaquent très violemment. Heureusement, on a une sommité comme l'abbé Breuil qui passe très tôt sur le site, dès la période de fouille, dès la fin de ces années 30, et qui va tout de suite reconnaître l'importance du site. Et même s'il va parfois nuancer certaines interprétations comme des dessins
peuvent effectivement prêter à critique par rapport à la gravure lorsqu'on a la pièce en main et le relevé que fait Stéphane Wolf à l'époque, globalement va valider le travail de cette équipe de l'USACOI. Après cela, donc, on va rentrer dans une longue période de travail de valorisation. Donc, la polémique va finalement s'apaiser. On va quand même reconnaître l'importance de cette découverte. Et dans cette exposition, on a quand même voulu mettre en avant ce très gros travail fait par ce médecin et anthropologue qui est maintenant quasiment inconnu, mais qui est celui qui nous a fourni un travail énorme. C'est le travail d'une vie. Plus de 30 ans à travailler sur les dalles et plaquettes gravées de la marche. Donc plus de 30 ans d'études et de relevés. Voici une illustration du travail qu'il a réalisé en ayant directement observé les pièces dans les différentes collections, en faisant un travail de photographie argentique avec les limites de l'époque. J'en parlerai un petit peu pour la suite de ce que l'on peut compléter aujourd'hui. Qui va donner lieu donc à une publication entre 1976 et le dernier volume, en 4 volumes, en 1989, un an après sa mort, tout simplement intitulé « Les gravures de la marche ». Cet ouvrage, à l'heure actuelle, même si c'est une publication très ancienne, on s'en sert, on s'en est servi pour l'exposition, elle a été extrêmement utile et on n'en a peu on n'a pas de plus exhaustive sur la question. Depuis une seule publication avait un peu abordé la question, mais de manière générale sur l'art du Poitou, mais sur la marche, c'est vraiment encore la publication la plus exhaustive. Et maintenant, pour évoquer la suite, la continuité de ces chercheurs, de ces découvreurs et de ces chercheurs, le travail qui continue aujourd'hui et qui a été mené donc par Nicolas Mellard et Oscar Fuentes, entre autres. Donc, oui, je pense que pour le micro. Merci François. Alors oui, merci de l'initiative en fait de cette exposition. Alors je suis vraiment content que cette exposition ait lieu. La première fois que j'ai vu la marche, c'était justement dans un livre de Pall. J'étais à l'université de Cologne et cela il y a 22 ans. C'est le professeur Gerhard Posinski qui m'a dit vous allez travailler là-dessus parce que vous êtes le seul qui parle français. J'ai toujours mon accent allemand, mais donc il m'a fait faire des exposés sur les ouvrages de Pall parce qu'il a dit c'est un travail monumental, important et trop peu connu. Et donc voilà, je rejoins donc François à souligner ce travail de Léon Pall qui a donné vraiment une renaissance de l'étude en fait une autopsie, comme il était médecin, on peut peut-être même utiliser ce mot-là, des plaquettes de la marche. Juste pour vraiment souligner cette importance que Boris Valentin a soulignée pour les thiols. Vous avez vu ce galet des thiols, il est intéressant en soi, mais il devient encore plus intéressant et encore plus fondamental pour comprendre les hommes du Magdalénien par son contexte, qui nous manque à la marche dans son détail, mais même Stéphane de Woff décrit que certaines des plaquettes ont été trouvées dans une position quand même un peu particulière. Alors il y en a qui traînaient par terre sur le dallage du sol dans les foyers, mais il y en avait qui étaient mis à l'abri dans des petites fosses couvertes d'une dalle, alors notamment une tête humaine qui est très connue, que vous allez aussi découvrir en moulage au musée. Donc le contexte, on va revenir dessus, c'est parce que c'est ça qui pose aussi tout notre problème, parce que étudier donc les pierres gravées aujourd'hui, le plus grand défi déjà, c'est de lire qu'est-ce qu'il y a dessus. Alors déjà, vous avez vu la polémique autour de Le Woff. Tu voulais passer autour de Le Woff, c'est le problème de voir quelque chose sur les plaquettes et on cherche sur les pierres et on cherche toujours un moyen de le représenter pour le faire voir donc aux collègues et déjà le voir soi-même.
Donc déchiffrer les gravures, c'était le premier objectif, ça a toujours été le premier objectif. On voit très peu les choses qui sont sur les plaquettes parce qu'il y a des superpositions de gravures, mais aussi de traces, autres traces, parce que ces objets font partie du mobilier archéologique d'un site d'habitat et ont subi différentes actions qui ont laissé leurs traces aussi sur l'objet. Donc cette superposition des traces est à la fois une problématique, mais à la fois une source de compréhension des supports. Et dans ce contexte-là, donc, on essaye de comprendre et d'identifier les traces d'utilisation. Et à la fin, la somme de tout cela, c'est d'interpréter et de comprendre le rôle de ces objets, autre que les motifs représentés, mais aussi le rôle des objets dans la vie des Magdaléniens. Donc voilà, vous avez un petit exemple. Alors, qui va... Ouais. Un petit exemple d'une pierre gravée qui est conservée au Musée de l'Homme, avec un relevé avec toutes les gravures qu'on a pu voir sous différents angles, et puis ce qu'on appelle un relevé sélectif pour rendre vraiment visible la gravure. Tout ça, c'est très subjectif, c'est mon relevé, et puis c'est mon interprétation, il diffère un petit peu de celui de Léon Pal. Je vous assure que Léon Pal n'a pas vu autre chose qu'un renne, mais l'aspect du renne, voilà, il y a toujours une part aussi de la décision, surtout quand on fait un dessin soi-même, une subjectivité de l'auteur. Donc les relevés que nous faisons habituellement aujourd'hui, c'est des relevés sur photo. Alors on essaye de plus toucher les originaux forcément. Alors la photographie est un outil très intéressant. Surtout pour voir toutes les gravures, vous allez au musée et vous allez voir le problème, c'est que on voit sous un éclairage seulement une partie des gravures. C'est-à-dire qu'il faut varier les éclairages, faire plusieurs photos et puis faire après sur ces photos des calques pour appréhender l'intégralité des gravures. Lors du relevé, alors le relevé en soi, est un but, mais c'est le travail le temps qu'on passe lors du relevé sur une pierre qui va soulever des questions essentielles à la compréhension de ces supports. Et basé sur ces questions-là, on va pouvoir utiliser aujourd'hui des techniques diverses et variées. Alors, on a déjà vu la technique du relevé 3D présentée par Geneviève Pinson, ce que ça peut nous apporter en archéologie. Pour mon travail, j'ai travaillé à une micro-échelle plutôt. C'est qu'on a scanné ces plaquettes à une échelle vraiment micronique. Alors, au 5 millième de millimètre près, j'ai numérisé certaines des plaquettes pour pouvoir rentrer dans le détail de l'analyse de ces objets et notamment travailler sur la morphologie des tracés, déterminer les outils utilisés, est-ce que ces superpositions ont été faites avec les mêmes outils ou pas, est-ce que l'outil s'est modifié au cours de la gravure, quel geste a été appliqué, donc pour retrouver au plus près aussi le geste des auteurs. Je vais vous donner juste un exemple de l'intérêt que ce genre d'analyse peuvent avoir. Ça, c'est une plaquette que vous pouvez découvrir maintenant en original au musée dans l'exposition temporaire. Une toute petite plaquette de même pas 3 cm de diamètre avec une tête humaine gravée dessus. Et il y a d'autres gravures qui appartiennent aux jambes d'une femme, d'une de ces fameuses femmes enceintes, en fait. Alors, les traits qui vont verticalement, ils font partie... Ici, ces traits-là font partie d'une femme enceinte, donc le ventre, il est là. Donc en gros, elle tient ses jambes en l'air, là, mais c'est les femmes qui sont assises avec les jambes étendues vers l'avant. Pour comprendre cette plaquette, alors moi, je me disais, forcément, la tête s'inscrit très bien dans ce triangle. Du coup, la tête, elle a dû bien être faite après la femme, parce que la femme, elle est cassée, les traits sont cassés sur les bords, c'est fracturé. Beaucoup de plaquettes sont fracturées à la marche. Mais en étudiant le recoupement de ces des tracés, alors ici, il y a un croisement des traits, et on voit que les traits de la jambe, ils creusent à l'intérieur du tracé de la tête, ici, et que cette image, elle nous démontre que
la tête a été gravée avant cette figuration féminine. C'était pour moi une surprise. Ça veut dire que quand la tête a été gravée, la plaquette était déjà plus grande encore. Alors cette tête-là, qui aurait pu être tout seule et complète, et peut-être pas non plus complète, et puis il y a peut-être eu un corps, et ça c'était une information intéressante. Autre information intéressante sur cette plaquette, c'était que quand il y a 2 traits qui gênent beaucoup ce visage, qui traversent en diagonale ce visage, et ces traits-là ont une morphologie extrêmement proche de la tête. Il est très probable que l'auteur de cette petite tête, il a pris un grand soin de graver cette petite tête, et après il a barré de 2 traits très insistants cette même tête. Alors c'est un geste qui est très surprenant, de dessiner quelque chose de joli, sympa, et puis après le barrer directement. Voilà, donc ça c'est tous des éléments qui sont extrêmement importants pour aussi réfléchir sur le rôle du motif final. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de décorer quelque chose, ou est-ce que ça va plus loin, ce geste de la gravure, et puis qu'est-ce qu'on fait du motif? Donc je vais faire la petite parenthèse colorée que François a promis, c'est qu'à la marche, il y a les gravures, et puis je vous ai parlé des superpositions, on va venir quel rapport entre les deux, et il y a beaucoup de matières colorantes. Notamment du rouge. Alors, quand je vous dis il y a beaucoup, il y a plus de 2400 blocs que nous avons maintenant repérés au musée de Sainte-Croix, et puis pas encore fait l'inventaire du musée de Lussac. Pas mal de blocs de matière colorante de provenance. Alors, la caractérisation géologique est en cours. Ils sont extrêmement diversifiés, leur provenance est extrêmement variée. Alors, il y a des choses vraiment locaux, mais il y a des choses qui viennent de très très loin. Vraiment, ça va promettre aussi des réflexions sur la cartographie des populations magdaléniennes du coin, de leurs sources de matières premières. Et puis, on sait que ces objets-là alors, première chose, c'est que certains objets ont été apportés, même si c'est des blocs bruts, ils ne viennent pas de la marche. Alors, c'est bien les humains qui les ont ramenés, les populations qui les ont ramenés. Autre point, c'est que là c'est encore plus clair, c'est que ces matières colorantes ont été utilisées. Il y a des stries de façonnage. Voilà. Alors on a produit des choses avec, et notamment il y a des supports qui montrent qu'on a produit de la poudre. Produire de la poudre, c'est la poudre d'oxyde de matière riche en oxyde de fer peut être très intéressant pour protéger la peau, pour faire du tannage des peaux, pour des choses assez... ça peut être très fonctionnel, ça peut être décoratif. Et il y a une des plaquettes de la marche qui n'a pas subi le sort de lavage trop intensif. C'est une pièce qui vient donc des travaux de Jean Hervaux, qui a pris un grand soin de ne pas trop les nettoyer justement. Et puis on voit ici que toute la plaquette est couverte de rouge, mais sur ce rouge, là j'ai rehaussé un petit peu les couleurs. Mais certains traits apparaissent en blanc sur du rouge, c'est-à-dire que la plaquette a été peinte en rouge, puis gravée. Donc le rouge est en fait un outil pour rehausser la dernière gravure qui a été faite. Alors là, il y a un collègue allemand qui a fait une petite, dans le cadre d'une autre exposition, qui a mis à l'honneur la marche. Alors, vous voyez, ça va jusqu'en Sachsen-Anhalt que la marche est vraiment admirée. Et là, le restaurateur du musée a refait 3 blocs de la forme de cette plaquette avec la femme enceinte et le bébé, et a refait cette chaîne opératoire avec une première phase de peinture. De peinture, enfin ça commence ici, de peinture avec la femme enceinte dessus. Après, une nouvelle peinture qui efface la femme enceinte et puis qui met le nouveau-né dessus. Et après, ce qu'on peut voir quelques temps après, quand il y a eu l'effivage, on voit plus les gravures. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur la plaquette, avec partiellement mon relevé superposé dessus. Donc, une théorie que la couleur a pu, pour certaines plaquettes, aussi servir à mieux rehausser en fait les gravures. Donc on va
rapidement, je voulais vous montrer 2 éléments, peut-être pour vous donner quelques clés aussi de lecture quand vous allez voir l'exposition. Les 2 plaques que je vais vous montrer, ils sont en ce moment dans l'exposition et je vous invite vraiment à retourner les voir pour voir la petite taille, la finesse, la complexité de les lire. Et puis je vous donne ici quelques éléments pour donc appréhender peut-être un peu mieux et comprendre l'intérêt de ces analyses approfondies de ces pièces. Donc là, il y a le relevé complet de tous les traits qui sont dessus. Alors vous ne voyez pas mieux que sur l'original, hein. On va se concentrer sur cette figuration-là. Donc, j'ai mis à peu près 3 mois, avec pause, hein, je vous rassure, pour trouver ce loup. Maintenant, je ne vois plus que ça, mais pendant 3 mois, je me disais, il y a des belles lignes, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, donc, c'est un canidé qui est représenté de manière très détaillée, qui montre de nombreux détails anatomiques et qui identifie un comportement spécifique. Et là, j'aimerais vraiment souligner l'intérêt que ça a de travailler de manière transdisciplinaire. Je suis allé voir avec mon relevé des spécialistes de canidés, un dresseur de chiens et puis quelqu'un qui travaille avec des meutes de loups en Autriche. Je leur ai envoyé mon relevé et je leur ai justement dit c'est quoi pour vous et qu'est-ce que vous en pensez. Les 2 m'ont fait une lecture extrêmement détaillée et concordante de cette gravure. Ils m'ont tous les 2 dit qu'il s'agit d'un canidé dans un comportement de soumission. Alors, de soumission active, alors c'est quelque chose d'assez intime, c'est assez ludique. Et puis on se demande où est-ce que l'homme l'auteur qui a dessiné ce loup ait pu voir, en fait, observer ce comportement. Alors dans la nature, on est quand même si on est habile, assez loin de ces animaux. Alors du coup, on doit plutôt penser à ce que ce loup a été observé par l'auteur dans son propre groupe et qui connaissait très très bien le comportement social du canidé. Donc on est parfaitement dans une période où c'est largement montré que le loup et les canidés ont trouvé leur chemin dans les groupes humains en tant que membres des groupes et que il y a plein d'arguments pourquoi le canidé ait intégré déjà les groupes humains. Là, à la marche, ce qui est assez touchant, c'est que le graphisme, le dessin, la gravure de ce loup montre à quel point le lien entre ces deux êtres vivants était déjà tissé et à quel point le comportement a été intégré et compris par les Magdaléniens. Donc ça, c'est un peu notre interprétation. Enfin, c'est un clin d'œil vers la chose que voilà, c'est quelque chose de intergénérationnel. Donc le canidé est devenu un compagnon. Il était certainement aussi encore des fois un concurrent dans la chasse, mais il est devenu un compagnon des humains. Donc pour résumer, l'auteur connaissait parfaitement cet animal et son comportement. Et puis, la question, c'est toujours est-ce que c'est un chien ou un loup domestiqué, ou appréhendé. Ça, c'est quelque chose qui reste encore, qu'on ne peut pas dire anatomiquement sur cet animal. Mais en tout cas, c'est un canidé qui est intégré dans le groupe. L'autre créature étrange qui m'est tombée dessus lors de ma thèse, c'était ça. Alors, avec ce que je connaissais des graphismes préhistoriques, je pensais à une antilope saiga parce que ça avait une trompe bizarre. Et puis pour moi, c'était la seule référence que j'avais. Mais j'étais heureusement au Muséum d'Histoire naturelle, je ne voulais pas m'arrêter là. Et j'avais quand même un soupçon avec cette nuque extrêmement large que ça ne pouvait pas être ce petit animal fin. Du coup, je suis allé voir Monsieur Robineau qui est spécialiste des pénipèdes, des phoques au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et puis, il n'a pas mis longtemps, il a vu mon relevé, il a dit c'est un super éléphant de mer, il a entre 3 et 5 ans. Et puis, c'est une très très belle gravure, c'est très bien observé. Ça, vous avez trouvé ça où? Et je dis, c'est une gravure qui date d'il y a 14 000 ans. Et du coup, il était vraiment très très impressionné.
parce qu'il a dit que cette observation, c'est vraiment, il y a beaucoup de détails aussi qui permettent de déterminer le sexe, l'âge de cet animal. Alors là encore, éléphant de mer à la marche, ça m'avait moins étonné parce que je savais qu'à Gunnersdorf, en Allemagne, il existe aussi des phoques qui ont été gravés. Mais voilà, où est-ce qu'on observe l'éléphant de mer? Eh bien, c'est sur le littoral. L'éléphant de mer, il ne va pas remonter les rivières, ce que fait le phoque des fois. Donc, cette petite gravure, encore centimétrique, nous renvoie sur la mobilité des personnes et surtout sur un écosystème qu'on oublie très souvent, c'est la mer en fait. C'est que les gens de la marche, ils passaient du temps à la mer dans l'année. Et donc cette petite gravure, voilà un petit renvoi encore graphique qui est présenté dans l'exposition aussi. C'est des interprétations faites par l'artiste Belinda Naloro qui donc montre les dessins côte à côte de ces gravures, qui renvoie à cette année que les Magdaléniens pouvaient passer en se déplaçant et puis en étant dans des écosystèmes vraiment complètement différents. Et je souligne juste rapidement encore cette carte de l'Europe. Donc le littoral ici était un peu plus loin qu'aujourd'hui et surtout garder en tête cette cartographie de l'Europe où la Manche n'existait pas et qu'on était devant un grand continent quand même très continental. Voilà. Je vais passer donc la parole à Oscar qui va nous parler des représentations humaines en particulier. Ah oui. C'est vrai que ça fait du bien de retirer le masque pendant 10 minutes. Mais écoutez, merci. Oui, effectivement, les figures humaines. Alors, je prends la suite de notre présentation commune. Grosse pression, du coup, pour vous parler des humains. Je suis ravi de le faire ici et je passerai vite sur les remerciements. Mais comme Nicolas l'a un petit peu évoqué, et suite à la présentation de Boris et de Geneviève, oui, moi aussi j'ai un attachement émotionnel et sentimental avec la marche. Le sujet, j'ai fait effectivement un travail de thèse sur le sujet des figures humaines dans l'art du monde magdalénien, sujet que m'avait insufflé très subtilement par Geneviève Pinson au moment du projet de maîtrise que Yvette Taborin m'avait très énergiquement encouragé à faire, et je me souviendrai toujours de la réaction d'Yvette et merci Boris d'avoir un petit peu évoqué Yvette, de sa réaction quand je lui ai dit que je voulais faire un sujet sur les humains. Elle m'avait dit « Oh, mais quelle idée !» Première réaction. La deuxième, elle m'avait dit c'est un sujet très compliqué et elle m'avait très fortement encouragé à venir à la marche et à faire un travail critique sur Léon Pal. Et critique, j'ai mis quelques temps avant de comprendre ce qu'elle voulait entendre, c'est-à-dire vraiment de valoriser ce que fait Léon Pal comme travail de relever sur ces supports qui sont extrêmement complexes. Donc ça, c'était un petit peu pour l'historique. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les humains de la marche sont extraordinaires et ils le sont à plus d'un titre. Je vous invite à lire les publications de Léon Pal et les articles qui ont été écrits sur ces humains, et y compris par Stéphane Wolf et Léon Pérecker, qui disaient des choses très intéressantes à leur sujet. C'est vrai qu'il y a eu quelques questions, quelques débats sur quelques relevés, mais voilà, c'était un sujet quand même central. Alors, je vais vous montrer quelques diapositives sur les humains. Je vais aussi vous présenter des photographies pour les voir un petit peu en direct, qu'a réalisé Frédéric Delangle à l'occasion de l'exposition et du catalogue. Alors, on l'a déjà dit, il y a des individus de sexe masculin, féminin, les personnages assis, debout, portant des éléments vestimentaires. On voit, je voulais montrer sur cette diapositive aussi les deux tenants un peu de cette grande variabilité des humains de la marche, c'est-à-dire effectivement des individus qui ont toujours été qualifiés de très détaillés, expressifs, voire réalistes,
et la plaquette qui est présentée ici en bas, qui est conservée au MAN. Et c'est bizarre, j'avais mis les crédits, mais il n'y a plus les crédits. Ah, il y a une animation. Ah bah voilà. Ah bah oui, voilà, il y avait une animation. Voilà. Bref, je sais pas. Donc la plaquette du bac est conservée au musée de l'archéologie nationale, qui montre aussi cette capacité que les artistes de la marche à avoir abordé au final l'humain de manière très collectivement par rapport à ce qui est fait dans ce grand magdalénien. Donc avec des humains au profil exagéré, on parle de prognathisme, et je te remercie Roberto d'avoir bien replacé le sujet du prognatisme et de la différence qu'il y a entre l'anatomie et la forme figurative que prend une image, parce que le prognatisme des visages humains est un trait commun et très étendu dans ce grand magdalénien, et on le retrouve à la marche, et on le retrouve dans quelques figures, et je vous ai montré la plus célèbre, ici, qui est donc au MAN. Cette plaquette est très intéressante à plus d'un titre, puisque Léon Pal parlait d'éléments de scarification probables sur le profil. Bon, ça reste encore à voir, mais sur le buste humain que présentait Geneviève Pinson tout à l'heure, qui est une figure de profil taille réelle, qui était sur cette voûte de la cave Taillebourg, donc qui était visible par les occupants. À l'étude, on a aussi trouvé des traces de traits verticaux, qui ne dépassent pas d'ailleurs du profil. Et Suzanne Ossin-Mathurin avait aussi parlé possiblement de traces et de marqueurs sur la peau. Donc là, on a quelque chose d'intéressant qui est un sujet autre, qui est la possibilité d'avoir des éléments corporels sur les humains. Alors, je vous ai mis quelques éléments factuels sur lesquels j'ai pu travailler. Pour la marche, à l'heure actuelle, la question des recensements, c'est très complexe, puisque, on l'a dit à plusieurs reprises, tout dépend également de l'observation qui est portée sur les supports, de l'interprétation qui est faite de l'image, de comment on a pu documenter ou pas la pierre. On a à peu près, Léon Pal avait inventorié à peu près une 90 images humaines. Les travaux successifs, Jean Herveau, Nicolas et les miens, on va vers 110, 115, puisque le fond conservé à Lussac est d'une extrême richesse. François a évoqué 200 pierres gravées qui sont très peu connues. Ce sont des lots qui sont amoncelés au cours du temps, qui sont retrouvés à la marche sans forcément être étudiés, ici à Lussac. Donc c'est un inventaire qui va évidemment bouger. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que le poids figuratif des humains de la marche dans ce monde magdalénien est considérable, puisque si vous prenez tous les humains définis comme tels, à peu près moins de la moitié proviennent rien que du site de la marche. Donc c'est vraiment un corpus, et on le sait de dire, assez intéressant, les humains, puisque effectivement c'est pas un corpus qui domine l'iconographie paléolithique, et on a à la marche vraiment un foyer de production assez incroyable. Oui, non, 48%, pardon, c'est le poids des humains dans les images figuratives de la marche. Donc, par contre, si on prend le magdalénien, la marche, c'est à peu près un tiers des humains. Alors, rapidement, je voulais aussi revenir sur cette question de l'exception. Alors là, je vous ai montré un petit peu le fond commun de ces mondes magdaléniens. Dans le travail de thèse que j'ai fait, je me suis attaché à cette tâche complexe qui est l'approche de la forme et des choix formels sur ces humains. J'avais à peu près à l'époque travaillé sur un corpus de un peu plus d'une 420 images humaines provenant de sites magdaléniens, et essayant de définir sur les acquis de la recherche les nomenclatures déjà établies et discuter un petit peu sur les définitions, comme Yvette m'avait beaucoup incité à le faire, et Nicole et Geneviève, et donc essayer de travailler sur les formes figuratives. Et il se trouve que pour le monde magdalénien, on a une très forte présence d'images d'un figuratisme simple, aux traits qui sont assez précis mais simplifiés, avec une présence d'images détaillées
aussi qui évoquent cette espèce de réalisme magdalénien. Et puis vous voyez d'autres types figuratifs, et on l'a évoqué tout à l'heure, Geneviève, on a un petit peu parlé sur ces humains des horizons magdaléniens des Pyrénées qui sont d'une autre forme figurative, quoi, avec des éléments beaucoup plus imaginés, des déformations animalières, et Boris l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, cette espèce de perméabilité des formes entre des animaux anthropisés et des humains animalisés, avec notamment la belle famille des humains composites. Alors je vais y revenir aussi, mais là, je remets un peu la carte que je vais vous montrer sur ce monde magdalénien du Lussac-Angle. Il y a à la marche des éléments très intéressants, puisque se développe de manière très prégnante, très forte, plutôt une tendance à un figuratif réaliste. Ces fameuses images qualifiées de portraits, elles sont très importantes à la marche, bien au-delà de ce qu'on connaît ailleurs, c'est vrai. Et sur ces éléments mouvants de diffusion, au Rocco-Sorcier, on a aussi cette catégorie d'images réalistes qui sont présentes. Et en suivant un petit peu à la trace différents éléments techniques, comme les saguets du Lussac-Angle, par exemple, on se rend compte qu'il y a des diffusions qui sont conjointes entre des éléments culturels qui vont ensemble. Les figures de type portrait La Marche n'ont pas ou très peu diffusé en dehors de ce territoire local, même si, par exemple, au Combarel, qui est un autre grand site où il y a des figures humaines, on a des éléments parfois humains qui sont très proches de ce qu'on pourrait trouver à La Marche, mais c'est très rare. Et si on suit la diffusion des saquets de Lussac-Angle, jusque dans les Pyrénées, on peut aussi parler de Marsoulas, qui est un site où il y a des saquets de Lussac-Angle et dans laquelle on a énormément de figures humaines représentées sur les parois, dont certaines images peuvent faire un écho lointain à celles connues à La Marche. Donc effectivement, La Marche, c'est une exception, mais je pense que cette approche de l'exception peut être aussi à l'heure, parce que parfois on a comme une espèce d'impression de dire c'est une exception, comment on fait? Alors, on est sur un socle culturel, on est sur des socles sociaux. Tout à l'heure, Boris a un petit peu discuté de ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette époque? Qu'est-ce qui a fait que pendant cette époque-là, les occupants de La Marche, comme ceux du Rocco-Sorcier, comme finalement cette communauté magdalénienne du Lussacois avec les Fadets, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là soient allés jusqu'à figurer des humains de cette manière-là? Et à contrario, comment ça se fait qu'un fond commun partagé comme la bestialisation du corps, voire les êtres composites, en fait, on en a très peu à La Marche, voire pas du tout. Il n'y a aucune, par exemple, à La Marche, il n'y a pas du tout d'interaction homme-animal dans l'image humaine, sauf la toute première plaquette que je vous ai montrée, qui évoque un proénatisme très fort. Alors, je vais vous montrer quelques images alors, du coup, de La Marche avec le fameux vieillard publié par Jean Herveau et donc M. Pradel en 84. Plaquette incroyablement complexe et qui rappelle toujours cette difficulté de lecture. Alors, à l'occasion de la rénovation du musée de la scénographie en 2010, et je remercie toujours la municipalité et Florence Bougnotto à l'époque de nous avoir sollicité pour accompagner effectivement cette rénovation, j'ai pu du coup retravailler sur la plaquette, dont on a ici un moulage. Donc j'ai pris un temps également pour travailler ce support. Alors, juste pour vous dire aussi que quelles que soient les époques, les personnes qui y travaillent, les méthodes employées, il ne faut pas oublier que le résultat dépend aussi de l'interprétation qui est faite de la personne qui relève. Donc ça, c'est un autre exemple de cette variabilité des humains à La Marche. Je ne sais pas si on voit bien à l'image ici les profils. Et il y a quelque chose de très intéressant à La Marche, c'est qu'on parle, pour ces humains, de réalisme, parfois de portrait, mais, et comme l'a évoqué un peu Jean-Vieux tout à l'heure pour les animaux, finalement, ces humains de type portrait sont très stéréotypés dans leur forme. C'est-à-dire qu'on a toujours la même manière de les produire, au final. Ces images ont des éléments individualisés. On a des visages qui sont différents, mais qui s'ancrent toujours dans des éléments qui sont presque reproductibles. La ligne de nuque, la ligne frontonasale. Et on a comme ça des familles, et je pense que c'est intéressant d'étudier cette variété formelle. Autre plaquette très célèbre, c'est celle-ci. Un autre vieillard de profil, relevé par Léon Pal en 1976 avec l'aide de Marie Tassano-Saint-Péreuse. L'étude que j'ai pu en faire au moment elle est conservée au Man.
donc au moment de ma thèse. Voilà, pour toujours avoir en tête cette variabilité des lectures aussi issues de ces plaquettes. Alors là, j'ouvre un petit peu sur la présentation de Patrick Paillet cet après-midi et cette interrogation des enjeux sociaux qu'on peut discuter sur comment on peut convoquer ces images pour une problématique sociale. Et du coup, cette intéressante mise en observation, je dirais presque, des figures humaines et de ce contexte de l'Est de la Vienne avec le Lustac-Angle, et de voir comment, sur d'autres sites comme à la Garenne, par exemple, il y a aussi une belle production de figures humaines, dans un autre contexte archéologique du Magdalena moyen, mais qui n'ont strictement rien à voir par rapport à ce qui est fait dans le monde lussacois. Là, on est plutôt sur des faces très schématisées, vues de face, sur des supports osseux, alors que c'est toujours sur des supports minéraux à la marge. Donc voilà, essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi discuter sur ces questions de géographie sociale, de rapport entre les groupes. Alors, pour essayer d'avancer sur cette présentation commune, avant de vous présenter, parce que c'était aussi l'objectif, c'était aussi de vous présenter les inédits qui sont conservés, qui sont présentés dans l'exposition, et bien un petit détour sur les relevés. Alors, je me suis amusé à vous faire cette belle diapositive sur qu'est-ce que c'est que le relevé. Exercice très complexe qui a évolué au cours du temps et qui est un exercice clé dans l'étude des images paléolithiques pour nous en tant qu'archéologues qui travaillons sur ce sujet-là, mais qui est en fait un exercice qu'on retrouve beaucoup plus anciennement qu'en archéologie préhistorique. Et aussi vous parler du rôle finalement de l'observateur lorsqu'on va travailler sur les relevés. Et là, un petit exemple assez intéressant de voir comment, en fait, sur un même support documentaire, on peut avoir des résultats différents, voire corriger certains éléments relevés. Donc là, vous avez le travail de Breuil au moment du relevé d'Altamira, où on est sur des éléments métriques, on est vraiment sur une recherche d'exactitude, qui font le pendant avec les travaux pionniers des archéologues fin du XIXe siècle, qui étaient déjà dans une exigence d'exactitude, mais toujours avec cette question de comment on va pouvoir rendre compte de ça, avec quels moyens, avec quel support, bien évidemment toujours contraint par les problématiques de l'époque. Alors je vais avancer un petit peu parce que... Alors la question du relevé, comme disait Léon Pal, comme il l'écrit très justement dans sa première publication de la marche, c'est-à-dire on ne relève presque un trait sur 1000, pour la marche c'est sûr. Pour beaucoup de sites aussi, je pense aux Trois Frères et à d'autres sites, la mairie à Teija, c'est incroyablement surchargé de gravures fines. Et pour vous dire que en fait, le relevé est un exercice qui va avec l'étude de l'art paléolithique, mais que le relevé est toujours lié à l'observation, au rapport à la surface et à l'étude qu'on peut en faire, mais très 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 interdépendant des méthodes et des techniques, qui à toutes les époques vont venir répondre aux exigences des archéologues et produire de nouveaux sauts. Donc l'amélioration des éclairages dans les cavités, l'amélioration de l'appareil photo, l'arrivée de l'informatisation, et aujourd'hui de la 3D par exemple. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce sont des facilitations, ce sont des outils d'aide au relevé, mais que derrière, il y a toujours l'archéologue qui donne une interprétation. Alors à l'occasion de la rénovation, à l'occasion de cette exposition, on avait déjà au moment du conseil scientifique en 2010 entamé un accompagnement avec le musée pour fournir en éléments documentaires le lot conservé à Lussac. Donc on avait entamé à l'époque déjà des premiers relevés. Et ici, à l'occasion de l'exposition, il y a 1 an et demi, 2 ans, et ben du coup, on est reparti sur cette nouvelle dynamique. Et là, je fais un petit peu de pub au CNP. À l'occasion de ce travail, eh bien, on s'est posé la question du relevé aussi à nouveau. Et là, je vous présente à l'occasion des relevés sur ces inédits la méthode qu'on a essayé de tester à Lussac ici, c'est ce on peut appeler le relevé collaboratif. Alors, il se base sur 2 éléments conjoints, c'est-à-dire, effectivement, comme l'a rappelé Nicolas, là, on va générer des documents. Donc là, pour le coup, à la marche, prise de photos de différentes natures, avec différentes précisions, mais à angle d'éclairage rasant systématique, donc avec des incidences haut, droite, gauche, haut, bas, gauche, droite. Et cette fois-ci,
À la différence en fait d'un processus de relevé un peu plus classique où c'est une personne qui va relever ou deux qui vont relever ensemble, c'est de dire on va séparer chaque éclairage rasant selon 4 releveurs différents et chaque releveur va produire le relevé de l'éclairage sur lequel il a pu travailler pour au final compiler cette carte des enlèvements réalisés par ces 4 personnes et ça va nous donner une carte des relevés qui va venir se compléter puisqu'effectivement sur des éclairages rasants différents on ne voit pas toujours les mêmes choses. Et derrière cet aspect collaboratif va aussi se poser la question de l'interprétation, de comment on va discuter de ce qui a été observé pour la lecture. Donc c'est une méthode qui est empruntée de ce que a pu faire Serge Cassin et Guillaume Robin sur ce qu'ils appellent la méthode ICO, donc c'est ce compilement d'images à éclairage rasant différent sur lequel on va pouvoir travailler. Alors effectivement, comme Nicolas l'a rappelé, comment on va essayer de s'aider d'aide informatique pour aller chercher l'information. Donc la lasergrammétrie, la micro-lasergrammétrie, nous on a beaucoup utilisé la photogrammétrie. Et des tests aussi pour pouvoir importer dans des modèles numériques 3D les relevés issus de ce processus collaboratif. Donc pouvoir plaquer les relevés réalisés sur les modèles 3D. Évidemment, on va chercher à comprendre les traits fins, et ça c'est très complexe parce que la marche pose vraiment un enjeu méthodologique, et donc toujours des aides au relevé. Et voici un peu le résultat toujours en cours de ce travail entamé ici au musée. Donc on a toujours ces petites pièces, comme l'a rappelé Nicolas, ces fragments très petits qui sont surchargés de gravures. Et là, vous avez ici le résultat de ces relevés. Alors on n'a pas toujours derrière une lecture figurative. L'interprétation, la lecture des traits pourtant enregistrés est un autre temps. Donc on a bien des éléments qui sont conjoints, des lignes, des courbes. Donc on cherche toujours, on tourne la piste dans tous les sens pour avoir une lecture figurative. Alors celle-ci est incroyable, elle est surchargée de gravures fines. Donc là, c'est la compilation toujours des 4 relevés superposés. Et on sent qu'il y a des éléments figuratifs et qui rappellent d'autres images de la marche. Cheveux longs, menton, bonnet probable. Donc peut-être une figure humaine, mais c'est vraiment pas certain pour le moment. Alors ça, c'est une énorme dalle intransportable, très lourde. Donc, qui pose aussi la question de cet art sur dalle, la marche, où parfois on a dans les écrits de Stéphane Wolf et Léon Péricard cette mise en verticalité des dalles possibles, comme si elles étaient collées contre la paroi pour rendre les dalles pariétales presque. Et cette belle découverte d'un animal entre hybride possible, je ne sais pas, en tout cas entre l'ours et le félin, mais qui est d'ailleurs... non, elle n'est pas présente à l'exposition, ça c'est ici. Elle est dans l'exposition, parfait. Otrinidi, c'est cette pierre qui, le relevé, a permis de déterminer peut-être plusieurs sujets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a probablement un bouquetin ici avec cet œil, puis voilà, qui est dans l'exposition. Donc vous pouvez voir cette pierre dans les vitrines. Et avec ce très joli petit cheval, on voit bien son sabot avant et puis son museau baissé. Ici, je vous ai présenté la photo avec la bouche ouverte et toujours cette attitude qui rappelle les chevaux du rocco sorcier. Et cette petite pierre très intéressante où on a un très joli profil humain, parfaitement dans le style figuratif, un peu simplifié mais très détaillé de la marche, avec son oreille, sa ligne de cou et sa nuque. Et on retrouve toujours ce travail au niveau des nuques, au niveau de la ligne frontonasale, qu'on retrouve vraiment identique sur d'autres gravures de la marche. On perd un peu le visage, puisqu'on a des éléments de piquetage et d'effacement. Cette pierre est également présentée dans l'exposition, et tout ça, c'est issu de l'étude du fond conservé à Lussac. Et enfin, la toute dernière, qui a fait l'objet de ce travail aussi collaboratif, et énormément de gravures, et dans laquelle on a, et tout à l'heure Nicolas a dit ce moment où ça y est, on le tient, et on était 4 à un moment donné, on tient un truc, un museau de cervidé probable, avec les ramures, parce qu'on a aussi un très joli travail de la ramure, mais avec un amoncellement de superposition qui reste encore à définir. Bien, Nicolas, si tu veux...
très brièvement, alors vous avez vu à travers le discours, peut-être même de la matinée, c'est qu'on on vient à une idée presque des pierres gravées ou même aussi des autres artefacts comme des véritables sources historiques dans le sens où on arrive à saisir des histoires, des choses qui vont quand même au-delà de juste constater que c'est des objets qui ont été faits par l'homme. Alors bon, on a des créations artistiques, mais c'est surtout des témoins des savoir-faire techniques et de ces populations paléolithiques. C'est pour ça que je disais artefact, ça peut être un silex taillé ou une plaquette gravée, ça n'a pas d'importance. On est vraiment dans quelque chose de valable pour les deux. Des témoins de la connaissance et des relations des populations avec leur environnement, ce qui est très, très important, c'est que ces histoires qui nous sont racontées par les artefacts, ça parle vraiment de la relation des populations humaines avec l'environnement dans lequel ils vivaient et dans lequel ils évoluaient, avec lesquels ils tissaient une relation très, très étroite. Et je pense que c'est ça quelque chose qui, pour nous, est aujourd'hui important à saisir et puis à retenir quand on regarde ces collections préhistoriques. Et puis quand on commence, Boris Valentin on a fait aussi une remarque, c'est que c'est quoi la préhistoire? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans notre histoire qui est juste lointaine, plus lointaine que le Moyen-Âge par exemple. Donc nous vous remercions pour votre attention, pour la patience. On a dépassé de 12 minutes l'heure de midi. On a rattrapé 3 minutes de retard quand même. On a commencé avec 15 minutes de retard. Du coup, voilà, nous nous félicitons tous pour cette matinée. Et puis merci de votre attention. Donc, il y a quand même des questions. 2 questions. Oui, alors moi, c'est un peu plus un témoignage qu'une question. D'accord. Vous m'excuserez ce petit témoignage personnel. Dans les années 80, 84, 85, j'ai rencontré Denis Diallo. Et je lui ai fait part, à l'époque, j'étais plasticien, un mauvais plasticien et passionné de préhistoire. Je me suis dit que finalement, peut-être qu'en préhistoire, j'aurais plus de chance que dans les arts plastiques. Je lui ai confié mon souhait de me spécialiser dans le domaine de l'art préhistorique. Donc il m'a écouté, il m'a entendu à sa manière, toujours très attentive. Et un jour, il m'a donné rendez-vous en me disant venez, vous allez faire un petit exercice d'école pour voir si, malgré vos grandes capacités de plasticien, votre joli dessin, vous êtes fait pour l'étude des représentations préhistoriques. Il a sorti d'un de ces petits placards métalliques un bloc de calcaire couvert de gravures provenant de la Marche. Il tenait ce bloc vraisemblablement du docteur Léon Pal. Denis Diallo avait été l'élève du docteur Léon Pal. Il a été vraiment son élève, son apprenti en quelque sorte, au moins un temps. Et je me suis exercé à l'analyse, à l'interprétation, au relevé de ces gravures, de ces palimpsestes de gravures sur ces blocs. Et Denis pensait certainement que j'allais jeter l'éponge et qu'il passerait vraisemblablement à notre étudiant. Et j'ai trouvé un plaisir, mais alors jouissif, que d'essayer de décrypter justement ces pierres. À tel point qu'il m'arrivait parfois de voir surgir au milieu de ces entrelacs une ligne cervico-dorsale, ici une petite tête animale, et systématiquement avec Denis Diallo, on passait ensuite aux corrections. On passait ensuite à l'analyse dite collaborative, mais pas dans le sens que vous exposiez. C'est-à-dire que Denis portait son regard critique sur mon travail, et en général, il invalidait la plupart de mes hypothèses, de mes interprétations. Depuis, j'ai un petit peu évolué, et c'est vrai que les plaquettes de la Marche me sont devenues un tout petit peu coutumières, même si je n'ai pas forcément travaillé exclusivement sur ces corpus. Tout ça pour dire qu'effectivement, le travail que vous effectuez est remarquable parce que ces pierres, ces blocs, ces dalles, ces dallettes résistent souvent à l'analyse, à l'interprétation, et sont des objets qui sont difficilement exposables.
Il faut trouver des moyens, j'ai hâte d'aller voir l'expo, il faut trouver des moyens de les valoriser, de les rendre visibles pour le grand public. Et ça, c'est vraiment un exercice. C'est d'abord un exercice scientifique que vous faites et un exercice pédagogique. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et j'avais juste une autre chose à dire sur le docteur Léon Pal. Certes, il n'était pas connu avant que vous n'en parliez dans la salle, peu connu. Mais Léon Pal est quelqu'un qui a vraiment marqué la préhistoire. D'abord par ses 4 publications majeures faites avec Marie Tassin de Saint-Péreuse, depuis 69 jusqu'à la dernière en 89, et j'avais eu la chance de rapporter pour une revue de géologie. Et donc, du coup, j'avais eu en cadeau ce volume. Pas facile de les trouver, effectivement. Le docteur Léon Pal, en plus d'être un anatomiste, un médecin, un anthropologue, était aussi un préhistorien vraiment très exigeant. Et à tel point que moi, quand j'ai des étudiants aujourd'hui qui viennent se présenter en moi en me disant voilà, j'aimerais travailler dans le domaine de l'art préhistorique, j'oblige ces étudiants à lire, ou au moins consulter sérieusement ces 4 monographies majeures de la marche. D'abord parce que c'est évidemment un exercice de relevé qui est formidable, sur lequel on peut porter aujourd'hui un regard un peu critique, etc. Mais peu importe, mais c'est surtout parce que c'est merveilleusement bien écrit. Le docteur Léon Pal écrivait d'une manière extraordinaire. C'est un plaisir de lire sa littérature, de lire ces textes parfaitement construits, etc., dans un style remarquable que j'ai rarement revu depuis. Et enfin, troisième, et j'arrêterai là, Stéphane Loeff. Stéphane Loeff a travaillé effectivement à la marche, il a travaillé au Roc aux Sorciers, etc. Il était là dans la région. Mais figurez-vous que quand j'étais directeur du musée d'Argentomagus, j'ai rencontré sa fille, ou l'une de ses filles, ou l'un de ses enfants. Je ne connais pas sa biographie. En tout cas, il y avait une fille qui vivait à Saint-Marcel, figurez-vous, qui vivait à côté de la Garenne. Elle avait fait à son père une infidélité. Elle était allée à la Garenne. Quelle drôle d'idée. Eh bien, cette vieille dame était aussi originale que son père, par ailleurs, et elle venait nous voir régulièrement au musée en nous apportant ce qu'elle trouvait dans la cave de sa maison, qui était donc vraisemblablement aussi un peu la maison du papa, des planches de relevés, essentiellement des dessins d'industrie lithique. J'ai vu quasiment pas de relevés d'art, mais des relevés, des dessins, des planches de lithique provenant de la marche, provenant vraisemblablement aussi peut-être du Roc aux Sorciers. Donc rapprochez-vous, pour ceux qui travaillent sur ces sites, du musée d'Argentomagus, parce que là vous y trouverez vraisemblablement encore aujourd'hui dans les réserves ces planches un tout petit peu pourries sur les bords, mais tout à fait remarquables comme document historique évidemment. Voilà. J'ai fait ce que remercier notre exposant. Je profite pour remercier tout le monde. Je pense qu'il y a des travaux sur la planche. Moi, personnellement, je ne suis pas un préhistorien, mais la chance m'a fait découvrir des choses très importantes. Aussi bien dans les mégalithismes que dans la préhistoire. Et je crois que j'ai trouvé un filon qui pourrait intéresser à beaucoup de monde, surtout des préhistoriens, mais je n'ai pas la qualification pour faire un travail rédactionnel suffisant pour publier dans une niche culturelle qui ne correspond pas tout à fait à mes compétences. C'est pour ça que j'aurais souhaité consulter les préhistoriens s'ils pourraient m'aider dans les exercices rédactionnels ou autre chose. Moi, j'ai paierai ces travaux et on verrait ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en lumière des grandes découvertes que j'ai faites
La première dans les années 1983 et la dernière en 2011 suite à la journée du patrimoine. C'est très important, ça m'a ouvert les yeux sur des choses que je n'aurais pas compris sans la journée du patrimoine. Merci messieurs, je vous salue. Je vous remercie, mais je vous communiquerai mes coordonnées pour la suite. J'ai trouvé vraiment très passionnante cette intervention en trio. Bravo, vraiment, de contenu très intéressant. Et ponctuellement, passionnante cette présentation sous le canidé, caniné, je dirais, c'est plus précis, plus simple, parce que canidé c'est très large. Et des études récentes de paléogénétique et de marqueurs isotopiques montrent que des caninés sont proches des humains dans un milieu proche des humains, en tant que nourriture par exemple, depuis au moins il y a 30 000 ans. Donc c'est tout à fait légitime cette interprétation et l'originalité, à ma connaissance, ici est dans ce geste qui parle effectivement d'un nouveau contexte pour des caninés. Je resterai un peu plus réservé en tant qu'hypothèse parcimonieuse, on peut dire comme approche parcimonieuse, sur le mammifère marin, pour des raisons tout à fait... Les Néandertaliens déjà consommaient des mammifères marins, on l'a retrouvé dans les sites, à Gibraltar par exemple. Vous avez bien remarqué que le niveau marin a été beaucoup plus bas. À cette époque, on parle de jusqu'à 100 mètres, voire à 120 mètres. La Manche n'existait pas. Le côté océanique a été à des dizaines de kilomètres dans un milieu pas très favorable à la présence humaine, à l'occupation. Donc, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, si on ne retrouve pas des restes qui ont été amenés en quelque sorte, je resterai plus prudent sur une représentation schématique d'un autre mammifère. Je termine sur la contribution d'Oscar, exceptionnelle. Ce type d'approche sur le bestiaire, bien sûr intéressant, sur les humains, nous inspire, nous parle encore plus. Tu as dit une chose importante, le regard de l'archéologue, de l'analyste, reste très important. Je dirais toutefois que pour avoir l'ambition, pas la prétention, l'ambition d'être le plus scientifique possible, c'est-à-dire en quelque sorte universel, avec les moyens du bord et les compétences, les connaissances actuelles, ce type d'approche va réduire, va limiter dans le temps le regard individuel et le rendre beaucoup plus objectif et universel. C'est l'intérêt, en fait, d'une analyse. Merci. Merci. Oui, alors il y a une question qui m'était venue à l'esprit à force de voir toutes ces plaquettes tellement belles et riches de gravures. C'est est-ce qu'une explication ou des propositions ont été avancées pour dire ou pour tenter de dire pourquoi sur une seule plaquette autant de gravures? Il n'y en a pas eu une seule, éventuellement une seconde, comme justement on peut en voir à Lascaux ou dans d'autres grottes où quelquefois il y a un palimpseste, mais ça reste une ou deux superpositions. Là, on voit que c'est souvent, ça fourmille d'illustrations. Est-ce qu'on a avancé, je ne sais pas, est-ce qu'on s'est dit peut-être que c'était des objets qui étaient chargés quelque part, qui avaient d'autant plus de valeur symbolique, plus ils étaient dessinés, plus ils étaient chargés, ou est-ce que vous avez peut-être déjà élaboré d'autres hypothèses? Je vais laisser Oscar répondre. Oui, mais merci pour votre question. Oui, c'est ce qui frappe cette collection de la Marche. Alors, toutes les pierres ne sont pas surchargées de gravures comme ça. Vous avez vu la plaquette qui est au Man avec ce profil humain.
très lisibles. Il y en a aussi de ce type-là à la marche. Alors c'est vrai qu'on est toujours tous très impressionnés par les autres, ce corpus où c'est énormément d'amoncellements de gravures. Je pense qu'on a déjà des éléments de réponse de ce qu'on a pu présenter, de ce que Boris a pu présenter aussi dans sa communication et de ce que Nicolas a montré, et il le dira aussi, c'est que ces pierres, ces supports ont des histoires aussi dans le temps d'utilisation, de réutilisation, d'être brisés, brûlés, d'être rejetés dans le foyer, d'être repris après. À Étiole, c'est un exemple parfait. À la Marche, on en a aussi. Donc la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a dans ces histoires de support qui fait qu'elles sont surchargées d'éléments dans le temps, et c'est ce temps-là qu'on a du mal aussi à percevoir, hein, parce que nous, on a le résultat final. Avec ce que a pu démontrer le travail sur la couleur, c'est qu'il ne faut pas oublier que les intersections possibles de plages colorées ont pu rendre ces supports beaucoup plus lisibles au final pendant un temps, et après on réactualise l'image. Donc c'est une question importante et fondamentale de l'objectif de ces images, de leur lisibilité, de la durée de leur temps. Et nous, on a au final des supports qui ont un vécu, qu'on arrive à retracer, et dont on peut se poser effectivement la question de ce résultat au final, mais qui, je pense, est à comprendre dans cette espèce de dynamique de temps et d'utilisation par les populations, et que nous, on essaie de mener l'enquête a posteriori, hein, pour aller vers peut-être effectivement des explications symboliques, mais il nous faut du contexte pour ça. Oui, peut-être juste Je veux juste raconter le débat avec Roberto concernant les... Ah, tu voulais ajouter quelque chose, Nicolas? Ouais, c'était juste un petit complément. C'est parce le nombre, il est vraiment étonnant à la Marche, mais ce qu'il faut toujours garder en l'esprit, c'est qu'on ne connaît pas très bien la genèse de cette stratigraphie et le temps dans lequel ce nombre d'objets s'est accumulé. Il y a un nombre énorme de silex taillés, il y a un nombre énorme de restes fauniques aussi. Ça veut dire que ce site n'a pas été mis en place en une seule occupation, et finalement il se trouve que le nombre de plaquettes est peut-être pas beaucoup plus élevé en pourcentage par occupation que sur d'autres sites, sauf qu'il y a un grand empilement d'occupations successives qui ont fait qu'aujourd'hui on a 1500 à 2000 plaquettes, pierres avec des traces gravées dessus, mais ça s'est mis en place sur plusieurs décennies, voire peut-être un siècle en fait, ce nombre d'objets. Du coup, il est peut-être pas si élevé que ça. L'autre petite remarque, c'est juste, on a des évidences que le motif en soi, et c'est ça qui diffère peut-être de certaines grottes ornées où on a une juxtaposition et pas une superposition des choses, c'est que sur certaines plaquettes, la superposition a été faite par le même... Enfin, j'ai montré la tête qui a été barrée par son propre auteur. Et il y a plusieurs exemples comme ça où les superpositions ont été créées par les auteurs eux-mêmes. Ça veut dire que le motif que nous déchiffrons aujourd'hui n'a jamais été le but principal de la gravure. Donc on n'est pas dans quelque chose de... C'est pas un dessin qui était censé... Je parle pour quelques exemples, hein, mais qu'il y a des gravures, des pierres de la Marche sur lesquelles se trouvent des motifs qui n'ont jamais été faits dans un but de durer très longtemps, mais juste le temps de leur production en fait. Voilà Boris, je t'ai coupé, désolé. Je rouvre le dossier des mammifères marins et je vais ajouter des éléments à ce que disait Roberto. Merci. C'est que la reprise systématique de l'outillage en matière osseuse de ces sites pourrait réserver des surprises. Lorsque cette reprise systématique a été entreprise sur les sites pyrénéens, Jean-Marc Pétillon, notre collègue Jean-Marc Pétillon, a pu mettre en évidence un nombre tout à fait notable d'os de mammifères marins et utilisés pour faire des pointes de saguet, etc. Donc ça se retrouve de site en site, ça vient compléter déjà des connaissances antérieures, la grande cachalote du Manazil, etc. Mais on a maintenant dans la chaîne pyrénéenne, jusqu'au cœur de la chaîne, des évidences de circulation de matériaux. Et il faut parfois des analyses élémentaires sur ces objets en matière osseuse très transformés pour le mettre en évidence. La même mise en évidence a eu lieu à Andernach, où il y a aussi un équipement en matière osseuse sur os de mammifères marins. Donc on a la preuve tangible, en plus des éléments de parure, de contact régulier avec les rivages.
Permets-moi, Roberto, un léger désaccord sur le caractère inhospitalier de ces rivages que malheureusement nous ne connaissons pas, hein, ça fait partie des grandes lacunes en préhistoire. Les modélisations qu'on peut en faire laissent penser plutôt, ne serait-ce que par la présence des mammifères marins, à la présence de ressources tout à fait comment dire, intéressantes pour les groupes humains. Et on sait par l'ethnographie que l'exploitation des mammifères marins peut, ce n'est pas une nécessité, mais peut déboucher sur des formes d'organisation sociale extrêmement originales, et en particulier de la sédentarisation chez les chasseurs-cueilleurs. Donc je voulais en venir là, c'est que s'il s'agit bien d'un éléphant de mer, ça vient compléter ce dossier sur lequel plusieurs personnes travaillent actuellement, et compléter les spéculations, parce que ce ne sont que des spéculations pour l'instant, sur l'existence possible sur les littoraux de l'époque, de formes de sociologie qui n'ont rien à voir avec celles qu'on pourrait observer dans l'Hinterland, où là les gens sont dépendants de ressources moins prédictibles. Hein. Donc voilà, c'est un sujet de réflexion important actuellement, et tu l'as ouvert, donc je me permets de compléter et de saluer parmi d'autres hein, cette mise en évidence possible d'un mammifère marin sur le site de la marche. Par ailleurs, l'iconographie paléolithique va aussi dans le sens de ce que tu viens de dire, Boris. Si les éléphants de mer sont relativement rares, je crois qu'on en connaît aussi à Gellersdorf, me semble-t-il, les phoques, gris ou du Groenland, peu importe, hein, mais les phoques sont assez riches, assez présents dans l'iconographie paléolithique, hein, et notamment parfois vraiment à l'intérieur des terres. J'ai en tête évidemment le bâton percé de Montgaudier, mais on a d'autres images qui nous viennent également en tête. Par ailleurs, à Chancelade, à Raymondin, dans un des niveaux magdaléniens, je ne saurais vous dire lequel précisément, mais il y a pas mal de restes alimentaires, de restes de phoques consommés.